Et alors nous avons aujourd'hui pour sujet le déboisement social, c'est-à-dire l'histoire de la destruction progressive des sociétés naturelles dans notre pays. On raconte que le roi Henri IV rencontra un jour, dans une galerie de son palais, un simple gentilhomme qu'il ne connaissait pas. Il lui demanda à quel grand seigneur il pouvait être attaché. « À qui appartenez-vous » L'insolent répondit fièrement « À moi-même ». Le roi répliqua « Vous avez là un bien sot maître ». Évidemment, dans une société d'ordre, on dépend toujours d'un suzerain, d'une corporation, d'une compagnie. Il n'y a pas de personne seule. Tout le monde est coulé dans des ordres. Le roi lui-même, il n'y a pas de hiérarchie sociale sur terre au-dessus de lui. Mais écoutons Bossuet dans l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. Celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance. C'est le Dieu créateur. Eh bien, de qui relèvent tous les empires, relever de est un terme de droit féodal. Dieu est le suzerain des souverains temporels. Eux aussi ont un maître. Donc voilà une société hiérarchisée, et en haut de la hiérarchie terrestre, eh bien, on entre sous les ordres de Dieu, directement. Alors nous allons aller aux sources des sociétés humaines pour commencer. Les temps modernes, vous l'avez vu, sujet hier, et je m'excuse parce que j'ai entendu certaines références que je vais vous donner ont déjà été utilisées. Alors, je n'ai pas copié hier soir, mais il se trouve que nos sujets étant assez proches, complémentaires, les mêmes auteurs, les mêmes références pouvaient revenir. Donc, les temps modernes ont vu naître la théorie du contrat social, vous connaissez, et chacun connaît le célèbre livre que Rousseau publia en 1762 sous ce titre. Le contrat présuppose un état de nature, mais l'homme naturel n'est qu'une chimère. Personne n'a rencontré l'homme naturel. Et le contrat est une dangereuse utopie qui, au nom de la liberté, mène au totalitarisme. Déjà, Rousseau avait des précurseurs, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, avec des gens comme Locke, l'anglais Locke. Il emploie, et c'est très intéressant, Locke emploie indifféremment gouvernement et société civile, car il confond déjà, quel précurseur, gouverner et administrer. Très anglo-saxon, ça. Au siècle précédent, au XVIIe, quand on pensait encore sainement, les partisans du mercantilisme estimaient que l'État devait encourager l'activité économique, mais ils n'ont jamais parlé de la faire diriger par l'État. Bossuet affirme dans sa politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte « Les vraies richesses d'un royaume sont les hommes, et non pas le cours de la bourse ». Alors sur le contrat social, une des réfutations les mieux faites du contrat social, c'est un travail du cardinal Billot dans son livre sur le libéralisme. Alors, le cardinal Billot avait l'idée à son époque d'écrire en latin, et un latin bien difficile. Cependant, sa critique du contrat social a été traduite en français. Je pense que c'est chez Teki qu'elle a dû être publiée. Une brochure d'une 40aine de pages. Et vraiment, c'est une des meilleures choses qui soit faite sur le contrat social. Alors, à l'opposé du contrat social, évoquons la définition de l'homme par Aristote, l'homme animal politique, zoon politikon, animal politique, être politique, car il ne peut pas se concevoir en dehors d'une société organisée. Et
je crois que c'est hier qu'on vous parlait du parallèle que fait Charles Maurras dans la préface de Mes idées politiques entre le petit Poussin et le petit homme. Donc le petit Poussin, il lui reste quasiment rien à apprendre. Le petit homme, seul, n'a qu'un droit, celui de mourir, dans les heures qui suivent. À côté, mais en plus, à côté des réalités matérielles, il y a les règles morales qui s'appuient sur la transcendance, ces lois non écrites, mais qui sont intangibles, ces lois que déjà dans l'Antiquité païenne, le tragique opposait à l'arbitraire. Antigone, vierge et mère de l'ordre, qui s'oppose à Créon, le roi, qui viole le droit naturel. Aucune théorie politique sans un lien avec une notion morale avant notre époque. Cicéron, dans ses traités, dans ses dialogues politiques, parle toujours des lois divines et humaines. Jamais de loi positive sans rien d'autre. La loi est toujours liée à une transcendance. Ainsi, les humains sont naturellement constitués en sociétés plus ou moins élaborées et évidemment totalement différentes des sociétés animales, qui, elles, sont fondées sur l'instinct. Leur hiérarchie parfois ne correspond plus à rien. Quand vous voyez un troupeau de vaches et à l'écart le taureau qui surveille les environs, c'est qu'il a dans ses gènes qu'un jour va arriver un prédateur. Ça fait des siècles qu'il n'y a plus de prédateurs, mais le taureau veille toujours sur le troupeau. Donc la société humaine est bien différente parce que l'homme dispose du libre arbitre. Ce libre arbitre, et donc, de ce fait, sa société doit être contrôlée par une autorité supérieure. Nos groupes humains sont déterminés aussi par l'histoire et par la géographie. Nous sommes ancrés dans l'espace et dans le temps. L'homme est avant tout un héritier, un successeur. Alors le petit Poussin, lui, il brille sa coquille, il se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « je suis libre ». Simplement, « je » est une notion qui lui échappe entièrement, et la liberté également. Bon. Le petit homme, on devrait dire aujourd'hui le petit être humain, parce que les féministes vont nous gronder, oubliant que homme signifie aussi bien à la fois l'homme par rapport à la femme et l'espèce humaine. Donc, au petit homme, il manque tout. Il est né, mais il n'a pas dit « je », il n'a pas dit « moi ». Il grandira par vertu des inégalités nécessaires et bienfaisantes, les inégalités protectrices de l'être humain. En grandissant, le petit homme reçoit de jour en jour instruction, initiation, apprentissage, à commencer par une langue. On n'attend pas qu'il soit libre de choisir pour dire je vais parler français ou je vais parler allemand ou pourquoi pas papou. Il ne choisit pas. D'ailleurs, sans langue, il ne peut pas penser. Donc, il est obligatoirement déterminé par l'histoire de sa famille. On ne peut penser sans avoir recours aux mots d'une langue. Donc, élevé dans une société normale, le petit homme, un jour, sera à peu près civilisé, bien que la civilisation ne s'acquiert finalement toujours, à travers toute la vie. L'inégalité lui a permis d'échanger l'ignorance contre le savoir. Alors vous voyez cette histoire de la langue, on ne choisit pas sa langue. Ça peut aussi répondre à ceux qui disent « faut attendre qu'on soit libre pour choisir d'être baptisé ». C'est pareil. Ça ne dépend pas de la volonté de l'individu. Et partout, l'homme est un héritier. Robinson Crusoe dans son île, il a tout inventé. Vous vous rendez compte? Il ne savait pas fabriquer une roue, mais il a fabriqué une charrette avec des roues. Oui, mais avant d'être naufragé sur son île, il avait vu des roues. S'il n'avait jamais vu de roue, il aurait fallu plusieurs millénaires pour concevoir la roue.
Donc, Robinson, dans son île, n'est pas seul. Il est porteur de siècles d'expérience, de siècles de civilisation. Alors, les partisans du contrat social nient toutes ces évidences. Rousseau dit, c'est pas démontrable, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Après avoir chanté avec le communisme du passé faisant table rase, ils en viennent à nier jusqu'à la nature humaine, non seulement dans sa dimension psychologique et morale, mais, nous le voyons, hélas, ces années-ci, même dans ses dimensions physiques, dans ses réalités physiques. Alors voyons le déboisement social, c'est-à-dire l'éradication de tous les groupes naturels constitués dans la société. Cette éradication par la démocratie issue de Rousseau, qui n'envisage que la liberté avec un L majuscule, une nuée métaphysique, et accable de sa haine les libertés réelles, concrètes, parce qu'elles constituent des entraves à la volonté générale qui est, on peut dire, le mystère de la religion démocratique. Oui, vous n'êtes pas d'accord, mais il y a une volonté générale qui est votre volonté. Bon, par quel mystère, nous ne savons pas, mais enfin c'est comme ça. On nage dans une pseudo-mystique, et donc toutes les libertés concrètes, tout ce qui fait l'homme réel, l'histoire, la géographie, les cadres de métier, tout doit disparaître pour que l'individu soit seul face à une société qui est l'État. On voit que même l'État, on va d'une certaine façon nous le voler après. Alors on peut commencer par les provinces. Les êtres humains vont vivre dans des communes, les communes qui sont, rappelons-le, il y a par exemple chez les socialistes une haine de la commune. Il faut la supprimer, il faut des grands groupements de communes. Pourquoi ? Parce que la commune, dans l'ensemble, c'est l'ancienne paroisse. Donc la commune est aussi menacée. Alors, donc nos sociétés naturelles s'inscrivent dans des cadres géographiques, et la Révolution a arraché les Français à leur province pour en faire des individus dans des départements. Alors, son caractère de société d'ordre faisait de l'ancienne France, féodale ou royale, un pays très décentralisé. On n'entrera pas dans le détail de tout cela, détail de ces structures, dont il faudrait montrer la diversité à travers les siècles. Il nous suffira d'évoquer quelques traits pour les opposer aux habitudes actuelles d'administration. La diversité des statuts administratifs fait que l'État ne pesait pas sur les Français. Il y a sous François Ier 16 généralités, organisation politique à l'intérieur. 32 à la fin de l'Ancien Régime. 12 n'ont pas d'élection, mais certaines, dans 20, on élit les tribunaux. Les pays d'État votaient l'impôt et on assurait la perception. On peut dire au roi, vous demandez trop cette année, hein, on vous donnera moins. Vous voyez un département français faire ça aujourd'hui ? Il n'a rien à dire puisque chaque personne, chaque individu reçoit sa feuille d'impôt. Donc les pays d'État votaient les impôts et on assurait la perception. La façon dont on percevait les impôts, ce n'est pas une formule administrative, on vous écrivait poliment. C'est quand même plus agréable de payer quand on vous le demande poliment que, vu l'article 370, vous êtes soumis à l'impôt. Soumis. Vous êtes le peuple souverain, mais vous êtes soumis à l'impôt. Il y avait 50 coutumes générales, il y avait 225 coutumes locales, on peut y ajouter les coutumes des villes, 490 coutumes particulières dans le royaume de France.
on peut voir la richesse dans le coutumier général, publié en 1724, 4 forts volumes in folio. Alors, il ne faut pas se faire une vision idyllique du passé. Ce serait ça dire, ah, c'était le paradis terrestre autrefois. Non, ils étaient pêcheurs comme nous. Mais dans cette vallée de larmes, l'ancienne France fut un des endroits les moins désagréables. Il y eut parfois des tendances centralisatrices. Oh, s'il n'y avait pas eu de roi, Colbert, ça aurait été un haut fonctionnaire, hein, comme s'il sortait de l'ENA. Hein. Bon. Alors, sur les faiblesses administratives propres à toute société, mais au XVIIe siècle, on en parlait. Je vous conseille une fable de La Fontaine. Elle est moins connue que beaucoup d'autres. C'est le chien qui porte au cou le dîner de son maître. Ça montre les abus dans la gestion des communes sous l'Ancien Régime. Et le poème de La Fontaine correspond à un édit de Colbert, tenez, de 1683, qui essayait d'assainir les gestions communales. Alors il y a même des exagérations extraordinaires. Par exemple, Louis XIII veut mettre une douane sur les Pyrénées pour que les produits espagnols soient taxés. Mais les États de Languedoc disent pas du tout. Ce qui fait que les douaniers du roi se trouvent à la limite de l'Auvergne et qu'entre Pyrénées et Auvergne, on dirait aujourd'hui une zone franche. Ils peuvent acheter des produits espagnols sans payer les droits d'importation. Louis XIII était très mécontent. On le comprend. Alors on parle par exemple de la Gabelle, mais alors il y avait la Grande, la Petite Gabelle, il y avait des provinces franches, des provinces maritimes. Et puis il y avait même cette possibilité, quand l'État est sain et honnête, c'est de se racheter. Il y avait des provinces qui payaient une somme énorme en disant « c'est une fois pour toutes ». Et le roi disait « oui, jamais dans l'avenir mes successeurs ne pourront percevoir l'impôt sur le sel auprès de vous ». C'était une sorte de mise définitive. Si on nous proposait ça aujourd'hui, j'y croirais pas. Dans 2 élections, c'est fini, il faut recommencer. Alors on trouve des expressions extraordinaires. La liberté est l'appui du trône, disait un XVIIIe siècle ministre d'Argenson, qui ajoutait « l'ordre rend légitime la liberté ». C'est une belle formule, ça. L'ordre rend légitime la liberté, les vraies libertés. Alors j'ai trouvé un professeur à Oxford, un Anglais qui vient visiter la France. Il s'appelle Robert Dallington. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Et il définit la France comme une vaste démocratie sous les Valois. Oui, alors, démocratie, ça signifie, dans ce vocabulaire, un État politique. C'est le professeur Bousquot qui en parlait hier à propos du discours de Noël 44 de Pie XII. Léon XIII avait utilisé le mot démocratie dans ses encycliques en disant « en faisant abstraction de toute notion politique ». Si vous me permettez, omni politica notione detracta. Oui, exactement ça. Donc il n'y a pas de démocratie chrétienne au sens littéral. Et démocrate pour Léon XIII signifie, on pourrait dire plutôt démophile, qui aime le peuple. Alors, Montaigne, par exemple, écrit dans ses essais « Qui sait conduire sa maison sans querelle, donc il n'a pas de problème avec ses voisins, et sans procès, il est aussi libre que le duc de Venise. » C'est-à-dire qu'il n'aura jamais de rapport avec l'État, une fille en particulier. Dernier exemple, vraiment, de ces libertés concrètes. En 1720, arrive en France un ambassadeur turc, du grand sultan. Il va à Paris, à Versailles, pour se présenter au roi, et il décide de faire un petit tour de France. Il en profite, il arrive à Marseille, il va faire son petit tour, visiter le pays, et il est escorté par un détachement de cavalerie. Son carrosse est escorté. Les voici qui arrivent en vue de Toulouse. Les cavaliers
l'abandonne. Il entre, son carrosse entre seul dans Toulouse. Les soldats du roi n'ont pas le droit de pénétrer dans la ville de Toulouse. C'est une liberté locale. Et les cavaliers ont contourné la ville et ont attendu le carrosse de l'autre côté. Quand il est reparti le lendemain, il a été à nouveau escorté. Voilà des libertés concrètes. Je ne sais plus dans quel texte, à la fin de sa vie, Victor Hugo dit « Les libertés, non, la liberté, ça ne se découpe pas, c'est unique. Liberté avec un L majuscule, même plus gros qu'une majuscule, si possible. » Voilà cette opposition entre l'idée des libertés concrètes, utilisables, et puis cette liberté métaphysique qui ne peut semer que l'anarchie, et d'anarchie on passe à totalitarisme. Donc les hiérarchies sociales, les corps intermédiaires appuient l'autorité tout en offrant à l'arbitraire une résistance plus efficace que celle de la loi. Alexis de Tocqueville affirmait qu'on était plus libre sous l'Ancien Régime que de son temps. Et ce libéral écrivit au comte de Chambord en 1852, juste presque au moment de la proclamation de l'Empire de Napoléon III, il écrit au comte de Chambord pour lui demander d'être le champion des libertés face au césarisme. Vous voyez, le libéral demande aux légitimistes de protéger son pays du libéralisme. Alors de la province, nous avons eu, nous, le malheur de passer au département. La Révolution remplaça le beau cadre historique et géographique de la province par une division administrative. Il n'y a rien de culturel, rien de traditionnel. Le département, division administrative qui tient lieu à la fois de collectivité territoriale, de circonscription territoriale des services. On dit qu'ils sont décentralisés. Non, ils sont déconcentrés. Mais ils restent très centralisés. Et de circonscription électorale. Car c'est là qu'on tient l'opinion publique, dans le département. C'est là qu'il y a les comités électoraux. On dit à l'électeur qu'il est roi, mais il s'agit de le tenir. Alors la création des départements remonte au 22 décembre 1789. Un décret est pris par l'Assemblée constituante. Mais les révolutionnaires ont eu un grand regret. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu accomplir. C'est la faute du Cotentin, de la Bretagne, de quelques découpages de côtes. Ils voulaient faire des départements égaux et carrés. Et ça, malgré tous les efforts des géomètres, la géographie leur a refusé cette horreur-là. Oui, 81 départements carrés à l'époque, voilà ce qu'ils voulaient. Donc le département est une entité sans âme. D'ailleurs, on peut lui changer son nom. Et lorsque la clientèle américaine a boudé le cognac, il a fallu changer le nom du département. Oui, Charente-Inférieure. Je veux du supérieur, demandait le client américain. Donc on a fait une Charente-Maritime. Vous savez, si on appelait, je ne sais pas, le département du Nord, appelons-le Flandre du Sud, et les gens iront s'y faire bronzer. Bon, c'est pareil, on peut toujours manipuler l'opinion. Donc, les partis politiques se sont maintenus au pouvoir en multipliant les fonctionnaires dans ces départements, et la France en est arrivée aujourd'hui à être administrée et à ne plus être gouvernée. La centralisation inéluctable a mené à un étatisme impuissant. Élus, hauts fonctionnaires, patrons des grandes affaires plus ou moins nationalisées. Il existe depuis 1944 une caste dirigeante sortie des mêmes moules. L'école de sciences politiques, l'école normale d'administration, complètement coupée des réalités nationales, et ça fait une classe politique plus proche d'une mafia que d'une aristocratie. Jusqu'en 1944, l'école de sciences politiques était une école libre, totalement indépendante.
elle a été, avec les banques, les grandes entreprises, nationalisée en 1944 par la bande qui a pris le pouvoir à ce moment-là, avec le Parti communiste, les socialistes, les MRP et un certain général à titre temporaire dont je ne vous parlerai pas. La région qu'on nous a créée en rassemblant des départements est une caricature administrative de la province. C'est une fausse province. C'est hideux, la région. Alors, on dit que les présidents de région ont une autonomie politique. Oui, j'ai vu un jour un président de région qui se prenait pour le chef de la région recevoir un ministre allemand. Eh bien, il y avait monsieur le préfet. Et le président de région était à 3 pas derrière le préfet pour recevoir le ministre. Parce que le préfet, c'est la République dans le département. Moi, quand je vois un préfet, en imagination, je lui mets un bonnet phrygien. Pour bien me rappeler de qui il s'agit, véritablement. Alors les régions ont été découpées, redécoupées. Il n'y a pas longtemps, c'est extraordinaire. Ce qui prouve que ce ne sont absolument pas des cadres naturels, mais des entités politiques et administratives de la République, déterminées par le gouvernement et modifiables par une autre majorité. Aujourd'hui, la Savoie et le Cantal sont dans la même région. Du temps des provinces, ça ne serait pas passé comme ça. L'Alsace et la Lorraine, marquées de traditions germaniques, sont avec la Champagne et les Ardennes. Enfin, le gouvernement de la République n'a pas l'air d'avoir le sens même du ridicule. Alors demain, si tel département a mal voté, il changera peut-être de région, on ne sait pas. On peut faire ces découpages qui permettent de passer le gouvernement au parti d'à côté, mais on reste entre copains. Alors, on a aussi arraché aux Français leur métier. Le métier est un élément d'enracinement social. Il a été complètement dénaturé. Bon, vous savez que le petit commerce disparaît, les professions libérales sont harcelées, l'agriculture est sciemment ruinée. La France est un étrange pays, disait Clémenceau, qui pourtant était un des responsables. On y sème des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Alors, tout a commencé avec la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 qui interdit toutes les réunions professionnelles, toutes les ententes professionnelles, qui détruit non seulement les corporations, mais toutes les confréries professionnelles qui pouvaient exister. Alors, ces organisations reviendront plus tard, mais étant passées par le moule démocratique, et reviendront comme syndicats politisés, fauteurs de lutte des classes, qui ruineront le pays. Là où la corporation était fondée sur la charité, le syndicat sera fondé sur la haine. Donc corporation, compagnie étaient marquées par des signes de l'entente, de cette charité. Je rappelle l'image de Louis XI. Louis XI appartenait à une confrérie de commerçants. On évoque Louis XI allant le soir, tout seul, frapper à la porte d'un boutiquier chez qui il allait dîner. Il était invité à dîner. Le roi tout seul. D'un autre monde. Sur l'organisation du travail telle qu'elle a été, et comme elle a été dénaturée ensuite, alors là, il y a un livre merveilleux à trouver d'occasion, parce que, hélas, je crois qu'il n'est plus publié, c'est le livre de Xavier Vallat, « La croix, les lys et la peine des hommes ». Le titre est tout un programme. La famille. La famille a été détruite. Alors vous m'excuserez, je crois qu'on vous l'a dit hier, ce que Renan disait de l'homme du Code civil, le Code civil était fait pour un individu né de parents inconnus et qui meurt célibataire. C'est lui l'homme de l'individualisme. Quelqu'un qui n'existe pas en fait.
Alors souvent nous nous trompons. Quand je vois telle association familiale a rencontré un attaché du ministre. Oui, mais famille, ça n'a pas le même sens. Pour les braves gens de l'association familiale, famille, ça veut dire un père, une mère, des enfants. Pour l'administration, famille, ça signifie tout simplement un foyer fiscal. C'est tout. Et même ce foyer fiscal qu'est la famille réduite à cela, ils lui en veulent. Ils lui en veulent, c'est trop. On va faire une déclaration d'impôt séparée pour chacun des époux et les comptes bancaires joints sont un jour interdits pour que vraiment l'individualisme soit imposé dans tout domaine. Vous vous rendez compte, c'est payé par monsieur ou madame, monsieur et madame. Non, non, il faut que ce soit un autre individu de la République française. Or, la famille, c'est la cellule de base, tout le monde le sait. Dans ces 6 livres de la République, Jean Bodin, au XVIe siècle, intitule un de ses chapitres « Comment l'origine des corps et communautés est venue de la famille ». Donc, base de l'État. Alors, à travers le Code civil, la cellule familiale a été attaquée et c'est ce qui a le plus contribué à détruire la société. Pas de liberté de tester. Donc ça supprime la notion de patrimoine. Il y a dans un roman de Balzac, j'y pensais hier soir, je ne me rappelle plus exactement lequel, je ne voudrais pas dire une bêtise, les Alliés qui arrivent en vue de Paris en 1814, après la défaite de Napoléon. Et le Prussien Blücher dit « On va mettre le feu à Paris !» Et un Anglais lui dit « C'est pas la peine, on va leur laisser le code civil, ça ne redeviendra jamais un grand pays. » Car il va tuer, le code civil va tuer la famille. Alors on le voit, d'abord, un système tout simple, ne pas changer l'assiette d'imposition des successions. Ce qui fait que dans quelques années, une cabane de jardin aura des droits de succession importants. Regardez l'enfant unique dans la bourgeoisie du XIXe siècle, dans les familles paysannes, dans certaines régions, ou chez les commerçants. Beaucoup. Ah, si on a une fille, bon, allez, on recommence une fois. Si on a 2 filles, ça suffit. Ce qu'ils veulent, c'est un fils pour succéder à papa. S'il y a un fils premier-né, il héritera de la boutique ou de du commerce, de la petite usine. Mais si on a 3-4 enfants, vous vous rendez compte, avec le code civil, eh bien, ce sera vendu. Donc il y a une sorte d'égoïsme familial qui crée un malthusianisme. Élever, en plus, le droit d'élever et d'instruire ses enfants est peu à peu ôté aux citoyens. Tout est fait pour détruire la famille. Aujourd'hui, 45% des mariages se terminent par un divorce en France. Des mariages, hein. Parlons pas de toutes sortes d'unions qui existent autrement. Et c'est facile, une simple signature devant notaire suffit maintenant. Ah, j'ai vu, je suis allé regarder sur Internet, il y a des publicités, hein, divorcer à partir de 240 €. Ouais, tout frais inclus. On peut avoir un forfait. Ah, il y a 3 ou 4 publicités sur Internet. Ne parlons pas des 2 millions de familles dites monoparentales. Eh bien, c'est bien la preuve que les bonnes lois font les bonnes mœurs et les mauvaises lois les mauvaises mœurs. Là, la démonstration est toute simple. Les conditions fiscales favorables pour les parents séparés représentent une invitation à détruire les familles. Bonald, un de nos maîtres contre-révolutionnaires, il appelait le divorce, instauré en 1792, là aussi, dès que la Révolution arrive au pouvoir, le divorce. Il l'appelait un poison révolutionnaire. Et sous la Restauration, en 1816, c'est lui, comme élu, qui fut le rapporteur de la loi qui abrogea le divorce.
qui fut rétabli dès que les vrais républicains revinrent au pouvoir en 1884. Et le divorce par consentement mutuel date de 1975. Mais on a une évolution incessante, une aggravation incessante. Et alors, vous pouvez mettre la gauche, la droite, En Marche ou stationnaire, ça ne change pas, ils vont tous vers le même but. La liberté religieuse des personnes subsiste encore un peu. Elle n'intéresse pas encore trop l'administration, mais non celle des familles, puisqu'ils veulent contraindre jusqu'aux écoles privées à faire étudier des programmes contraires à leurs convictions. Et ce qui permet de tenir l'éducation, c'est d'avoir le monopole de la collation des diplômes. Un diplôme, ça doit être d'État. Les diplômes privés, il faut un consentement mutuel pour le respecter, mais il n'a pas une valeur dans toute la société. Donc, les associations professionnelles, confessionnelles, morales devraient être considérées comme des personnes civiles autonomes, c'est-à-dire qu'elles pourraient posséder, acquérir, aliéner, donc, toutes les conditions d'une véritable liberté, et non pas être à la merci de l'État ou de son administration. Alors, prenons un autre mot, la patrie. On veut nous priver de patrie, c'est-à-dire la terre des pères, la terre des ancêtres. On veut nous priver de patrie, l'Europe y travaille, vous savez, sérieusement. Terre des pères, la patrie est charnelle. C'est la continuité des familles sur la terre des ancêtres. Elle est formée de champs, de maisons, d'enfants qui jouent dans les jardins, d'êtres qui vivent sur un sol qui les nourrissent, et de leurs ancêtres qui dorment au cimetière, en attendant la résurrection. Société naturelle, historique, elle échappe au choix et au contrat. Elle prime la justice, puisque nous devons honorer nos parents avant tout, ici-bas. Nous pouvons regretter les actes de nos ancêtres ou de nos contemporains, mais nous ne pouvons pas renier notre patrie, donc nous ne pouvons pas donner dans la repentance, par exemple. Au-delà de la patrie charnelle, nous avons la nation, qui n'est pas la somme des individus, mais la nation est le plus vaste des cercles au temporel, les cercles communautaires au temporel. Et vous savez que l'Église est la seule internationale qui puisse tenir. Les autres n'existent pas. Nation n'est pas, comme on a voulu le faire croire, un terme révolutionnaire. Bossuet, dans son discours de réception à l'Académie française, le 8 juin 1671, dit « à la gloire de la nation ». Rien de révolutionnaire. Et nous savons que le nationalisme français, à la différence de celui d'autres pays, entre autres outre-Rhin, le nationalisme français est protecteur et non pas conquérant. L'annexion de la rive gauche du Rhin n'est pas au programme du nationalisme français. Il ne l'a jamais été. Ceux qui ont annexé la rive gauche du Rhin, c'est les révolutionnaires. Donc les Français, maintenant, commencent à ne plus bien savoir s'ils appartiennent à la civilisation occidentale, gréco-romaine et chrétienne. L'école, le journal, les moyens de masse, leur volent, leur arrachent leur passé et leur en donnent peu à peu la détestation. Ils ignorent l'histoire de leurs ancêtres, mis à part un mauvais roman sur la Seconde Guerre mondiale que l'on ressasse d'année en année dans les classes. Et comme il serait bon que tout le monde arrive à parler, non pas l'anglais, mais le globish, cet anglais bâtard qui permet de faire des affaires
de Francfort à Singapour. Mais voilà. Dans tous les domaines. Quand j'ai fait mes études, des maîtres prestigieux alors nous expliquaient que notre civilisation sortait d'Athènes, de Rome, de la Rome classique et chrétienne, avec, pour la France, un petit substrat celtique. Aujourd'hui, à l'université, qu'est-ce qu'on peut parler de l'apport linguistique de l'arabe? Je ne l'avais absolument pas soupçonné pendant près de 50 ans. Et oui, et les Françaises demanderont bientôt, en se regardant dans le miroir de leur salle de bain, quelle est la couleur de leur peau. Bretons ou antillais, ils n'en seront pas sûrs, puisqu'on leur aura arraché toutes les caractéristiques qui en font des personnes, puisque la religion démocratique permet d'avoir un racisme, mais pas de race. Quel tour de main de vocabulaire permet cette chose-là. J'ai encore quelques minutes? Bon, merci. 5 minutes. On va se dépêcher. Alors, de la personne dans une famille, dans une commune, dans une province, il y a des personnes. Dans l'État républicain, il y a des individus. Alors après avoir déraciné la famille, la commune, la province, le métier, tous les cas naturels, on va s'en prendre à l'individu. Là, nous arrivons au déboisement contemporain qui est en train de se faire. Sartre disait que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Nous y sommes. Et rappelez-vous, vous savez, mesdames, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et ces horreurs-là, qui datent des années 30, 40, 50, passent en acte aujourd'hui. Ils ont une vertu au sens étymologique, c'est révolutionnaire. Ils savent prendre leur temps. C'est une chose que nous devrions apprendre peut-être aussi. Prendre son temps et faire tout peu à peu à propos quand c'est mûr. Mais les sociétés ont des lois naturelles qu'on ne saurait impunément violer. Oui, alors ils ont tout retiré, ils veulent même nous imposer de nous habiller tous de la même façon. C'est encore plus beau quand tout le monde, 40 ou 50 millions de bouts de jeans à travers les rues des villes de France, parfait. Cependant, l'ordre naturel se venge. J'ai pris les statistiques Eurostat, la statistique européenne, de l'Union européenne. Plus de décès que de naissances l'an dernier dans l'Union européenne. Et la France passe pour le championne de la natalité. Oui, c'est grâce au droit du sol. Mais donc les pères de l'Église montraient déjà que là où était honorée la chasteté, là aussi était plus grand le nombre des hommes. Tant la natalité est liée à la moralité. Et nous nous enfonçons dans un hiver démocratique. La démocratie, c'est la mort. Et évidemment, la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qu'on va vous dire? Il n'y a qu'une solution. Comment? Vous êtes encore de ces primitifs qui font leurs enfants eux-mêmes? Non, appelez des migrants. Car c'est ça le fond de leur pensée. Le remplacement. Alors les hommes politiques occidentaux savaient ce qu'ils créaient en refusant la vie par l'avortement et la loi naturelle. Il reste encore quelques instants. Alors dans son roman Les Déracinés, Maurice Barrès présentait déjà en 1897 une illustration du déboisement social de la France. Et ses analyses restent parfaitement modernes. Il décrit les aventures d'un groupe de jeunes lycéens lorrains, influencés par un professeur de philosophie kantien et jacobin, proche de Gambetta, qui finira homme politique avec le scandale de Panama. Ils montent à Paris pour le suivre et tenter d'accomplir un destin cosmopolite. On n'est plus lorrain, on n'est plus français, on est citoyen du monde. La morale prêchée par le brillant professeur de philosophie,
sa vision trop abstraite de la vie vont agir en profondeur sur leur être. En tentant d'accéder à l'universel, ils vont se défaire de leurs attaches régionales et du lien charnel à la terre. Cette élévation va se transformer en perdition. Ils ne croiseront pas la gloire, mais l'isolement et le vice. 2 d'entre eux iront jusqu'au crime, que l'un paiera sur l'échafaud. Voilà comment Barrès voyait le déracinement. Il disait « J'ai été amené à penser que s'il voulait transformer l'humanité, et par exemple faire avec des petits Lorrains, avec des enfants de la tradition, des citoyens de l'univers, des hommes selon la raison pure, une telle opération comportait des risques. Ces héros donc, sont notre rançon, le prix de notre perfectionnement. Je hais leurs crimes, mais je persiste à les tenir par rapport à moi comme des sacrifiés. » Voilà le résultat du déracinement. Alors, les provinces, le travail, la famille, la patrie, tiens, les 3 derniers mots me font penser à quelque chose. La société, l'État dégénéré en administration, et jusqu'à la personne dans sa réalité physique, la révolution a tout détruit ou est en train de tout détruire. Nous trouvons là l'opposition entre le pays réel et le pays légal, carcan artificiel, qui étouffe les forces vives. Bon, il est temps de conclure. Enracinons-nous dans tout ce qui compose l'âme de la France, son histoire, son destin spirituel, les trésors de sa culture. Repoussons, pour commencer, le déracinement et reboisons autour de nous. Il faut d'abord rebâtir l'intelligence française, refaire à ce pays un cerveau, car ils l'ont décérébré. Les sociétés qui s'éteignent, les civilisations qui disparaissent sont en grande partie responsables de leur sort parce qu'elles acceptent de mourir. Si on accepte de mourir, c'est qu'on prend au sens de l'histoire. Nous n'y croyons pas. Eh bien, c'est donc à nous d'inverser la marche actuelle des événements. Je vous remercie.